le château de Reinhardstein. C'est tout près de Verviers. Oh, c'est un château d'époque médiévale, hein, qui a été construit vers 1340-1350 et qui a appartenu à plusieurs familles. Et puis à la fin du XVIIIe siècle, le XIXe siècle, à l'époque de la Révolution, il a été abandonné, il a servi de carrière, hein, comme on fait toujours. On puisait les pierres, tout pour reconstruire les maisons des villages, par exemple. Il a repris la ruine, hein, il restait que des fondations. Il a reconstruit intégralement le château à partir de 1965. Et il est, comme on le voit maintenant, il a reconstruit une partie, pas tout. Hein. Célibataire, 30 ans. Il fait la pub. Hein. Il faut... Mignon comme un chou. Si vous êtes célibataire, mesdames et mesdemoiselles, bonjour. N'hésitez pas à contacter Julien. C'est un peu gênant avec les gens qui viennent de passer quand même. Hein. C'est pas grave. T'as des lunettes de soleil, on te reconnaîtra pas. Oui, voilà. Non, on dirait pas, mais ça monte. Hein. Les joies des Ardennes. Sur un site de l'Antiquité où il y avait un oppidum celtique probablement. Je crois que c'est le pays des Trévires ici si je ne me trompe pas. Des Gaulois, donc on construit aussi une forteresse sur ce promontoire, puis les Romains ont succédé. Et au Moyen-Âge, vers 1330, vous savez que c'est en pleine guerre de 100 ans, on a construit la forteresse médiévale qui se trouve là. Et nous marchons là actuellement pour aller vers la cascade la plus grande de Belgique. Donc on pensait que c'était un chouette endroit pour vous montrer ça en live. Et comme vous pouvez le constater, il faut marcher, 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 marcher.
Alors, Reinhardstein, c'est le plus haut château de Belgique, hein, puisqu'on est juste à côté du Signal de Botrange qui culmine à 694 mètres. Le château est partiellement rebâti à partir de 1965 par le professeur Jean Overloop qui venait de Bruxelles, qui se prend de passion pour l'endroit et qui décide donc de reconstruire sur modèle de l'original. Le château est construit ici pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison économique, puisqu'à l'époque, il y avait ici la route du cuir, hein, la route commerciale du cuir et de la fourrure. Donc il y a beaucoup de marchands qui passaient par ici. Tous ces marchands, il fallait les protéger et il fallait les taxer. Hein, vous voyez que les choses n'ont pas tellement changé. Donc à l'époque, il y a la tôlieu, c'est-à-dire une taxe pour le droit de passage. Et si vous ne payez pas, vous ne passez pas. Alors deuxième raison, le duc de Luxembourg, qui est le suzerain de Renaud de Wem et qui donc fait construire ce château par son vassal, en fait lui c'était le protecteur attitré de l'abbaye de Stavelot. Donc l'abbaye de Stavelot n'est pas très loin d'ici, c'est environ une quinzaine de kilomètres. Et alors l'abbé à l'époque est très embêté parce qu'il n'a pas de soldats. C'est un homme d'église donc il ne peut pas se battre, il a besoin d'une défense extérieure. Et cette défense, c'est le duc de Luxembourg qui l'assure, puisque Wenceslas de Luxembourg, à l'époque, c'est le protecteur attitré de l'abbaye de Stavelot. On dit que c'est l'avoué de l'abbaye. Voilà, donc les soldats qui cantonnent ici à Reinhardstein, ils sont notamment tenus de défendre l'abbaye de Stavelot. Et alors, à l'époque, il n'y avait pas d'artillerie, il n'y avait pas de canon. Donc les engins de siège du Moyen-Âge avaient beaucoup de mal à manœuvrer jusqu'à la portée du château. Donc en gros, c'était très difficile de faire le siège de la forteresse à l'époque. Alors, le château est conçu comme un domaine militaire, hein, donc ça reste un domaine militaire pendant environ un siècle. Vers 1450, ça devient un domaine de chasse, puisque les premiers canons sont inventés à cette époque-là, donc le château doit se renouveler. Ça reste un domaine de chasse pendant assez longtemps, quand même, jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française. Puisque pendant la Révolution, la famille Metternich, qui possédait le château, ils décident de fuir les révolutionnaires, ils prennent peur. Et malheureusement pour eux, lorsqu'ils reviennent à la fin de la Révolution, le château a été pillé de très nombreuses fois, et même en partie déconstruit. Donc les Metternich décident de vendre ce qui reste du château à un concessionnaire des environs, qui poursuit la démolition. Donc il vend les pierres du château pour bâtir les fermes, etc. des environs. Et donc quand le professeur Overloop arrive pour la reconstruction en 1965, il ne trouve plus que les parties grises du château. Donc il reste vraiment plus grand chose. Et donc c'est sur ça qu'il se base pour reconstruire la forteresse, en essayant de copier le modèle original. Et alors, vous voyez que l'accès pour le château, c'est un angle droit, ce qui fait que c'était très compliqué de manœuvrer avec un trébuchet, avec un bélier par exemple. Ah ouais. Donc c'était compliqué d'enfoncer la porte, quoi. Et alors cet escalier qu'on va gravir maintenant, c'est le fameux escalier celte dont je vous ai parlé, donc, la plus vieille partie du site, qui a donc environ 2000 ans. Du coup. De cette pièce assez particulière puisque c'est la plus vieille du château. Et toutes les pierres que vous voyez là, en fait, elles sont placées à la verticale. Donc c'est vraiment une disposition assez particulière.
Et donc c'est une cave qui date également de l'époque celte, donc c'est très très ancien. Et alors la statue que vous avez là-bas, c'est ce qu'on appelle un gisant. Donc c'était assez courant à l'époque, quand on enterrait un roi ou quelque chose comme ça, on représentait la personne enterrée en statue sur sa tombe. Ici, nous avons la salle des gardes. Donc, c'était un domaine militaire au début, donc forcément, il y a des locaux qui sont prévus pour les soldats. Ici, au château, il y avait environ une quarantaine d'hommes pour la garnison. Et donc, à ça, il faut ajouter les serviteurs, le seigneur, sa famille, etc. Donc, c'est un peu difficile d'estimer, mais on peut monter peut-être jusqu'à éventuellement 150 personnes dans le château. Alors, donc plusieurs armes et armures dans cette salle de garde, notamment les épées qui sont ici au tableau rouge. Alors, la grande épée, c'est ce qu'on appelle une Zweihander, donc une deux mains, si on traduit. Alors, ces épées-là, c'était plutôt des armes de tournoi, puisque sur le champ de bataille, c'est plus intéressant d'avoir un bouclier, puisqu'on se bat souvent en formation de bouclier, justement. Donc, c'est plutôt une arme de tournoi, parce que c'est une arme impressionnante. Un tournoi, c'est aussi un spectacle. Donc, les armes de combat, de champ de bataille, je veux dire, c'est plutôt en général des armes à une main, donc c'est plutôt des épées comme on voit à côté. Alors, les deux grandes armes qui sont devant la fenêtre, ce sont des piques, donc ce ne sont pas des lances, puisque les lances, on peut les lancer, tout simplement. Alors, le Moyen-Âge, ça a duré 1000 ans, donc évidemment, les armures, ça a beaucoup évolué. Donc, les armures complètes, c'est la fin du Moyen-Âge, c'est le 14e, 15e, 16e siècle. Avant ça, au début du Moyen-Âge, ça n'existait pas. Donc, vous aviez des cottes de mailles ou des armures en cuir éventuellement, mais pas d'armure complète. Donc vous ne croiserez jamais un viking avec une armure comme ça, c'est pas possible. Voilà, donc ici nous avons un portrait de Saint-Hubert. Saint-Hubert a un lien particulier avec Reinhardstein puisque le château a longtemps été un domaine de chasse, et Saint-Hubert c'est le saint patron des chasseurs. Donc chaque année on lui rend hommage au mois de novembre avec notre fête de la Saint-Hubert qui a lieu chaque année. Alors, Saint-Hubert a sa petite légende, puisque apparemment, lors d'une chasse, il aurait rencontré un cerf avec la croix du Christ entre les bois. Et donc, c'est suite à cette rencontre que Saint-Hubert aurait décidé de renoncer à la chasse et de devenir un homme d'église. Voilà.
château à l'époque. Donc c'est ça, il ressemblait donc à plus ou moins à ça. Donc ça c'est le 14e, 15e siècle. Donc on voit le donjon qui est plus haut, on voit la grande poterne, on voit la muraille qui fait tout le tour, on voit la tour Saint-Hubert, la tour Salamandre à droite, avec le castelet collé à côté. Et on voit en contrebas à droite un des bâtiments à côté de la maison du bailli. Et alors, détail intéressant aussi, tout autour du château, contrairement à aujourd'hui, il n'y a pas de forêt. Voilà, donc le château est ouvert tous les week-ends de l'année, ainsi que toutes les vacances scolaires belges et hollandaises. Donc première visite à 11 h, puis un départ toutes les heures jusqu'à 4 h de l'après-midi. Départ à chaque fois en français et néerlandais. Il y a possibilité de faire une réservation pour avoir une visite privée pour un groupe. Il y a aussi moyen de réserver une initiation au tir à l'arc. On a un petit stand de tir juste à côté du château. On a également une taverne dans laquelle on propose de la petite restauration. Alors pour ce qui est des événements, chaque dernier week-end de juillet, sauf cette année à cause du coronavirus, on a une fête médiévale qui s'étale sur 2 jours. Donc il y a des exposants, des compagnies médiévales, des artisans, etc. Tous les jeudis soirs en juillet-août, à 20 h en français et à 20 h 30 en néerlandais, nous avons des visites contées aux chandelles. Donc c'est pas une visite historique, c'est une visite avec des contes et légendes de la région et un peu d'ailleurs aussi. Nous avons au mois de novembre une fête de la Saint-Hubert, premier week-end de novembre, pour tous les amateurs d'animaux et de chasse. On a également des visites spéciales à Noël, où on fait des visites comptées de Noël. Le château est spécialement décoré pour l'occasion, donc il y a des sapins un peu partout dans la forteresse, et des décorations mises en place par l'équipe du château.
va aller de l'autre côté pour voir l'eau. Là, mieux, hein. Donc Eric, ici on est au barrage. De Robertville, si je ne me trompe pas. Avec une grande retenue d'eau là, on a vu de l'hydroélectricité ici. Certainement. Électrobel indiqué là. Donc on peut s'imaginer la profondeur. Ça va être costaud ça. C'est sympa. On les voit un peu baisser là. Ouais. C'est très très joli, j'avoue. Imaginez. C'est plongeant, ouais. Voilà. Ça donne le vertige. Hein. Désolé pour le vent. Et alors ici on voit. Ici ce que vous voyez c'est l'eau qui s'échappe. C'est bien profond ici. C'est très profond, oui. Super.